J'ai trouvé le téléphone secret de mon mari avec des messages adressés à ma sœur. Elle est enceinte. Nous partirons ensemble, a-t-il écrit. J'ai installé des caméras cachées et découvert une vérité horrifiante. Ce que les enregistrements ont révélé m'a envoyé directement chez l'avocat le plus impitoyable de la ville. Bonjour à tous. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous rejoignez. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans cette histoire. Je m'appelle Caroline. Je suis la femme dont le mari, Derek, a fait relâcher un lapin sauvage par nos enfants au milieu de notre jardin. Je lui avais dit, je l'avais supplié en fait, de simplement demander aux enfants de l'emmener à la lisière des bois, dans les buissons où il serait en sécurité. Mais Derek, il savait toujours mieux. Ou du moins, il le pensait. Il a balayé cela d'un rire. Tout ira bien, Caroline. C'est la nature. Et ce fut la nature, en effet. Un faucon, tournoyant haut dans le ciel, a vu sa chance. Il a plongé, silencieux et rapide, et a arraché cette pauvre petite créature directement de l'herbe. Tout s'est passé en une fraction de seconde, juste devant nos enfants. Ma fille avait 5 ans, mon fils en avait 4. Les sons qu'ils ont émis n'étaient pas de simples pleurs. C'étaient des cris bruts, terrifiés. Ils ne se sont pas précipités vers lui. Ils ont couru vers moi, enfouissant leur visage dans mes jambes, leur petit corps tremblant. À partir de ce jour, chaque fois qu'ils se mettaient en colère contre leur père, ils l'appelaient le massacreur de lapins. Cela semble enfantin, je sais, mais avec le recul, ce nom semble horriblement, glaçant m'approprier maintenant. Ce qui est arrivé à ce petit lapin est de l'histoire ancienne comparée à ce que j'ai à vous raconter. Je vous raconte ceci en tant que femme libre, quelques mois après le divorce le plus brutal que vous puissiez imaginer. Alors, s'il vous plaît, préparez-vous une tasse de thé. Installez-vous confortablement. Cela va prendre un certain temps. Après l'incident du lapin, l'ambiance dans notre maison semblait fragile. Derek était en colère que j'ai même mentionné cela en ligne, et cela a provoqué une énorme dispute. Il ne m'a plus adressé la parole pendant une semaine, dormant au bord du lit, le dos tourné vers moi comme si j'étais une étrangère. J'ai essayé d'arranger les choses. Je punissais les enfants quand ils utilisaient ce surnom affreux pour lui. Je voulais juste la paix. Finalement, Derek est revenu à la raison. Il a marmonné des excuses, admettant qu'il aurait dû m'écouter. Il a dit qu'il s'était juste senti sur la défensive, qu'il ne voulait pas avoir tort. J'ai accepté. Je me suis même excusé d'avoir publié à ce sujet. Je voulais désespérément croire que nous allions bien. J'ai suggéré une thérapie de couple, mais il a immédiatement refusé. Il n'y a rien qui cloche dans notre mariage, Caroline, avait-il dit d'un ton qui signifiait que la conversation était terminée. Alors, j'ai laissé tomber. Pendant quelques semaines, une paix étrange et tendue s'est installée dans notre foyer. Nous faisions semblant. Nous dînions ensemble. Nous regardions des films. Mais c'était comme si nous étions des acteurs dans une pièce de théâtre sur une famille heureuse. Puis, un soir, tout a changé. Je bordais ma fille dans son lit, lissant ses cheveux sur son front. La chambre était silencieuse, éclairée uniquement par sa petite veilleuse licorne. Elle a levé les yeux vers moi, ses grands yeux bleus remplis de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. « Maman » a-t-elle chuchoté, sa voix à peine audible. « Puis-je te dire un secret ? Un secret de grand. » J'ai souri, mon cœur fondant un peu. « Bien sûr, ma chérie. Tu peux tout me dire. » Elle a hésité, se mordillant la lèvre inférieure. « Mais tu dois promettre que tu ne seras pas fâché contre papa. » Un œuf froid s'est formé dans mon estomac. « D'accord, je le promets. » Qu'est-ce que c'est ? Son murmure était si bas que j'ai dû me pencher pour l'entendre. « Les samedis, quand tu vas à ton club de lecture, papa a une amie spéciale qui vient jouer. » Mon sang s'est glacé. J'ai gardé mon visage parfaitement impassible. « Oh, une amie. » Oui, a-t-elle continué, sa voix gagnant un peu en confiance. C'est tante Audrey. Le monde s'est arrêté. Il s'est tout simplement arrêté. Audrey, ma sœur cadette. J'ai senti l'air quitter mes poumons, mais je me suis forcé à respirer. Je devais rester calme pour ma fille. Tante Audrey vient nous voir. C'est gentil de sa part de passer.
J'ai essayé de rendre ma voix légère, décontractée. Oui, mais c'est un secret, a-t-elle dit, les yeux écarquillés. Papa et tante Audrey nous donnent des biscuits en plus et nous laissent regarder des dessins animés toute la journée pour qu'on ne te le dise pas. Ils disent que c'est leur moment secret spécial. Elle a fait une pause, puis sa voix est devenue encore plus basse, remplie de l'honnêteté simple et dévastatrice d'un enfant. Ils vont dans votre chambre et ferment la porte à clé. Et parfois j'entends des rires, le genre de rire que toi et papa aviez l'habitude d'avoir. J'ai eu l'impression que j'allais être malade. Je me suis levé, les jambes tremblantes, et je me suis dirigé vers sa fenêtre, faisant semblant de regarder les étoiles. Il fallait qu'elle ne voie pas mon visage. Tout s'est mis en place avec un claquement horrifiant et assourdissant, la mauvaise humeur récente de Derek, son impatience avec les enfants, ses accusations selon lesquelles c'était moi qui étais distante. Et Audrey. Audrey évitait mes appels depuis des semaines, ayant toujours une excuse. Je suis tellement occupé par le travail, Caro. Tout cela n'était qu'un mensonge. Pendant tout ce temps, il était. Je me suis retourné vers ma fille, forçant un sourire qui me donnait l'impression de me craqueler le visage. Merci de me l'avoir dit, ma chérie. C'était très courageux de ta part. Je lui ai embrassé le front, mes lèvres tremblantes. Maintenant, dors bien. Je suis sorti de sa chambre, fermant doucement la porte derrière moi. Je suis arrivé jusqu'à ma propre salle de bain avant que mes jambes ne cèdent. J'ai glissé le long du mur, ma main sur ma bouche pour étouffer le sanglot qui a déchiré ma poitrine. Mon mari et ma sœur. Dans ma maison. Dans mon lit. La trahison était si absolue, si profonde, que j'avais l'impression qu'elle me déchirait physiquement. J'ai passé cette nuit-là sur le sol de la salle de bain, recroquevillée en boule, tremblante. Je n'ai pas pleuré. J'étais au-delà des larmes. C'était un choc profond, creux, qui me faisait mal aux os. Chaque fois que je fermais les yeux, je les voyais. Derek, Audrey, riant dans ma chambre. L'image était gravée dans mon esprit. Au matin, le choc s'était transformé en autre chose. Une résolution froide et dure. Je n'allais pas m'effondrer. J'allais découvrir la vérité. Toute la vérité. J'ai attendu que Derek parte travailler, son baiser habituel sur ma joue me semblant comme une marque de poison. Dès que sa voiture a quitté l'allée, j'ai attrapé mon téléphone. Il n'y avait qu'une seule personne en qui je pouvais avoir confiance. Mon frère aîné, Marcus. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine composer son numéro. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Et, Caro. Tout va bien? Sa voix était chaude, familière. Cela m'a presque brisé. Marcus, ai-je murmuré, ma voix se brisant. J'ai besoin de toi. La ligne est restée silencieuse une seconde. J'arrive. Il n'a posé aucune question. Il savait, tout simplement. 1 heure plus tard, il était assis à ma table de cuisine, une tasse de café fumant entre les mains, le visage empreint d'inquiétude. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé du lapin, de la froideur de Derek, puis, les mots sortant dans un flot brisé, je lui ai raconté ce que ma fille avait dit. J'ai vu son visage passer de l'inquiétude à l'incrédulité, puis à une rage pure et sans mélange. Il a serré la mâchoire, ses jointures blanches autour de sa tasse. Ce fils de, il s'est arrêté, jetant un coup d'œil vers le couloir où les enfants jouaient. Il a pris une profonde inspiration. Caroline, je suis tellement désolé. Est-ce que c'est vrai, ai-je demandé, ma voix suppliante. Penses-tu que c'est vrai? Il a baissé les yeux vers son café, et son silence a été ma réponse. Quand il a finalement relevé les yeux, ils étaient pleins de culpabilité. J'aurais dû dire quelque chose, a-t-il marmonné. Dire quelque chose à propos de quoi? Il y a quelques mois, à la fête d'anniversaire de maman et papa, a-t-il commencé, la voix basse. Lorraine et moi, nous les avons vus. Derek et Audrey. Ils étaient sur la terrasse arrière. Je pensais qu'ils discutaient juste, mais il avait sa main dans le creux de son dos. Et la façon dont elle le regardait, ce n'était pas normal. Ce n'a duré qu'une seconde, puis ils m'ont remarqué et se sont éloignés. Je me suis dit que j'imaginais des choses, que j'étais paranoïaque. Qui veut croire ça de son propre beau-frère et de sa sœur? Je ne voulais pas causer de problème pour rien. Il s'est passé la main dans les cheveux, le visage plein de regrets. Mon Dieu, Caroline, j'aurais dû faire confiance à mon instinct.
Entendre cela n'a pas été un soulagement. C'était comme la confirmation du cauchemar. C'était réel. Cela se passait sous mon nez, et des gens avaient vu des signes. J'avais vu des signes. Je ne voulais tout simplement pas y croire. Ce n'est pas ta faute, ai-je dit, bien que ma voix soit plate, sans vie. C'est la leur. Marcus s'est penché en avant, ses yeux plongeant dans les miens. D'accord, alors quel est le plan? Nous n'allons pas le laisser s'en tirer comme ça. Nous n'allons pas la laisser s'en tirer comme ça. Tu as besoin de preuves, Caroline. Des preuves irréfutables qu'aucun avocat ne pourra contester. Que dois-je faire? Je me sentais perdu, comme une enfant. Tu te bats intelligemment, a-t-il dit, sa voix ferme, me ramenant du bord du gouffre. Tu ne le confrontes pas. Tu ne lui laisses pas savoir que tu soupçonnes quoi que ce soit. Tu agis normalement. Et pendant que tu fais ça, nous rassemblons des preuves. Nous l'aurons, Caro. Je te le jure, nous réduirons son monde entier en cendres. À ce moment-là, assise dans ma cuisine ensoleillée qui ressemblait soudain à une scène de crime, la promesse de mon frère était la seule chose qui me tenait debout. Nous avons fait un pacte de silence. Personne d'autre ne le saurait. Pas encore. C'était notre guerre maintenant. Les mots de Marcus sont devenus mon mantra, bats-toi intelligemment. Ce soir-là, quand Derek est rentré à la maison, j'ai joué mon rôle. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. J'ai souri. J'ai fait comme si tout était normal, même si j'avais l'impression que mes entrailles étaient lacérées par du verre. Chaque contact, chaque mot de sa part était un mensonge, et je devais tout ravaler. Le lendemain matin, suivant les instructions de Marcus, j'ai utilisé mon ordinateur portable du travail pour aller en ligne. Mes doigts tremblaient tandis que je tapais, caméra de surveillance cachée, dans la barre de recherche. Les résultats étaient écrasantes. De minuscules caméras déguisées en chargeurs de téléphone, en détecteurs de fumée, en cadre photo. Cela semblait sordide, comme quelque chose sorti d'un film d'espionnage bon marché. Mais c'était ma vie maintenant. J'ai choisi 3 types différents, une horloge pour notre chambre, un chargeur USB pour le salon et un détecteur de fumée pour le couloir principal. J'ai également commandé un petit traceur GPS magnétique pour sa voiture. Je les ai fait expédier au bureau de Marcus en utilisant ma carte de crédit, celle que Derek ne regardait jamais. L'email de confirmation d'achat ressemblait à une déclaration de guerre. L'attente a été la partie la plus difficile. Pendant 3 jours, j'ai vécu dans un état d'hypervigilance. J'analysais chaque mot que Derek disait, chaque regard qu'il me lançait. J'avais l'impression de perdre la tête. Le colis est finalement arrivé au bureau de Marcus un jeudi. Il m'a appelé. Ils sont là. Le plan était fixé pour samedi. Le jour de mon club de lecture. Le jour où ma fille disait qu'Audrey venait toujours. Cette pensée me rendait malade, mais c'était l'occasion parfaite. J'ai dit à Derek que je partais, comme toujours. Amuse-toi bien, a-t-il dit, levant à peine les yeux de son téléphone. Ce renvoi désinvolte, qui m'aurait autrefois stupéfié, alimentait maintenant ma détermination. Je ne suis pas allé à mon club de lecture. Je suis allé directement chez Marcus. Il avait disposé les appareils sur le comptoir de sa cuisine. Il semblait si petit, si inoffensif. Prête pour ça, a-t-il demandé doucement. J'ai juste hoché la tête, incapable de parler. Nous sommes retournés dans mon quartier et nous nous sommes garés au bout de la rue, en attendant. J'avais dit à Derek que je serais parti pendant au moins 4 heures. Nous avons regardé et, bien sûr, moins de 30 minutes après mon départ, la petite berline bleue de ma sœur Audrey s'est garée dans mon allée. Mon allée. J'ai senti une vague de nausée si forte que j'ai dû m'agripper au tableau de bord. D'accord, il est occupé, a dit Marcus, la voix sombre. Il ne te cherchera pas. Allons-y, nous avons utilisé mon double des clés pour entrer par la porte arrière, nous déplaçant comme des voleurs dans ma propre maison. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. La maison était silencieuse, à l'exception du faible son de la télévision provenant du salon. Marcus montait la garde près de la porte de la cuisine pendant que je me mettais au travail. Mes mains tremblaient, mais l'adrénaline a pris le dessus. J'ai remplacé l'horloge numérique de notre table de chevet par la nouvelle. L'objectif de la caméra était un minuscule point invisible. Dans le salon, j'ai branché la caméra chargeur USB dans la prise murale en face du canapé. Le détecteur de fumée était le plus délicat.
J'ai dû aller chercher un escabeau dans le garage. Tout mon corps était tendu, à l'écoute du moindre bruit provenant de l'autre pièce. J'ai réussi à les changer, le souffle coupé dans ma poitrine. Enfin, le traceur GPS. Nous nous sommes faufilés jusqu'au garage. Pendant que Marcus surveillait, j'ai glissé la main sous le pare-chocs arrière du VUS de Derek, cherchant une surface métallique plane. Mes doigts ont trouvé un endroit sur le châssis, et l'aimant s'est enclenché de manière satisfaisante. C'était fait. De retour dans la voiture de Marcus, j'ai sorti mon ordinateur portable et suivi les instructions. Une par une, les caméras se sont connectées au Wi-Fi, puis mon salon est apparu à l'écran. L'image était granuleuse, mais nette. Je pouvais voir l'arrière du canapé. Ma maison, mon sanctuaire, était maintenant sous surveillance. C'était une violation profonde, même si c'était moi qui l'avais orchestrée. J'avais transformé ma maison en piège. Et maintenant, tout ce que je pouvais faire, c'était attendre que les rats se montrent. Pendant une semaine, j'ai regardé les enregistrements. C'était une agonie. Je les ai vus sur mon canapé, riant, son bras nonchalamment drapé autour de ses épaules. Je les ai vus dans ma cuisine, Audrey lui préparant un sandwich comme si elle était chez elle. Je les ai vus, mais je n'en ai pas vu assez. Pas le genre de preuve indéniable dont mon frère disait que j'avais besoin. Le traceur GPS a montré qu'ils se sont rencontrés pour déjeuner 2 fois près de son bureau, mais cela pouvait s'expliquer. Un beau-frère et une belle-sœur qui déjeunent ensemble. Plausible. J'avais besoin de plus. J'avais besoin de quelque chose d'irréfutable. Alors, j'ai conçu un nouveau plan. Un plus gros mensonge. C'était un mardi soir. Nous nettoyions après le dîner. Les enfants étaient à l'étage, censés se préparer pour le lit. J'ai pris une profonde inspiration. Et, ai-je dit, ma voix soigneusement décontractée. Lorraine et quelques filles pensaient faire un voyage d'un week-end. Juste une petite escapade. Nous avons trouvé une super offre dans un spa resort dans les montagnes. Serais-tu d'accord avec ça? Juste pour 2 nuits. Derek a levé les yeux du lave-vaisselle, un lent sourire se dessinant sur son visage. C'était le sourire le plus sincère que j'ai vu de sa part depuis des mois. Cela m'a retourné l'estomac. Un week-end entre filles. Oui, bien sûr. Tu le mérites. Tu as été si stressé dernièrement. Il s'est approché et m'a entouré de ses bras. J'ai dû combattre chaque instinct pour ne pas reculer. Va t'amuser. Ne t'inquiète de rien ici. Je m'occupe des enfants. Son enthousiasme était comme un couteau dans mes entrailles. Il n'était pas seulement d'accord. Il était ravi. Il avait hâte que je sois parti. Les 2 jours suivants ont été un tourbillon de fausse excitation. J'ai fait une valise. J'ai parlé au téléphone avec Lorraine, la femme de Marcus, qui était au courant de tout, discutant de faux soins de spa assez forts pour que Derek entende. Oh, le massage aux pierres chaudes a l'air incroyable, ai-je gazouillé, me sentant la plus grande imposture du monde. Le vendredi après-midi, j'ai embrassé mes enfants pour leur dire au revoir. C'était la partie la plus difficile. Mon fils s'est accroché à ma jambe. Ne pars pas, maman. Je serai de retour dimanche, mon chéri, ai-je murmuré, le serrant fort contre moi, le cœur brisé. Sois un gentil garçon pour papa. Derek se tenait dans l'embrasure de la porte, saluant, ce même sourire impatient collé sur son visage. Conduis prudemment. Je t'aime. Je t'aime aussi, ai-je menti. Les mots avaient un goût de cendre dans ma bouche. Je n'ai pas conduit jusqu'aux montagnes. J'ai conduit 16 kilomètres jusqu'à un motel quelconque de l'autre côté de la ville, un endroit où personne ne me connaîtrait. Marcus avait déjà réservé la chambre. Il m'y a retrouvé, portant un sac de plats à emporter et un ordinateur portable. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé, son expression pleine d'inquiétude alors que je laissais tomber ma valise près de la porte. « Non » ai-je dit honnêtement, m'enfonçant sur le lit grumeleux du motel. « Mais ça ira. » Nous avons installé l'ordinateur portable sur le bureau bon marché. Je me suis connecté au flux des caméras. Ma maison semblait calme, vide. Sur le traceur GPS, je pouvais voir que la voiture de Derek était toujours dans l'allée. Nous avons mangé en silence, les minutes s'égrenant comme des heures. Je fixais juste l'écran, mon cœur une pierre lourde et froide dans ma poitrine. C'était le moment. Il n'y avait pas de retour en arrière possible.
J'avais préparé la scène, appâté le piège, et j'avais le sentiment horrible que le spectacle allait commencer. Les premières heures ont été atroces. J'ai regardé Derek nourrir les enfants de pizza et les laisser regarder la télévision bien après l'heure du coucher. C'était une tentative pathétique et transparente d'être le papa amusant. Après les avoir finalement mis au lit, il s'est assis sur le canapé, faisant défiler sans fin son téléphone. Les minutes s'écoulaient lentement. J'ai commencé à me demander si je m'étais trompé. Peut-être que tout ce week-end était un échec. Puis, à 21h47, l'icône de sa voiture sur le traceur GPS a commencé à bouger. Il part, ai-je dit, la voix tendue. Marcus s'est penché par-dessus mon épaule. Nous avons regardé le petit point se déplacer sur la carte, non pas vers un bar ou la maison d'un ami, mais directement vers le complexe d'appartements où vivait Audrey. Il y est resté exactement 6 minutes. Puis le point a recommencé à bouger, retournant vers ma maison. Il va la chercher, a dit Marcus, sa voix un grondement sourd. Mon souffle s'est coupé. J'ai basculé la vue de l'ordinateur sur la caméra du salon. Nous avons attendu. La porte d'entrée s'est ouverte et ils sont entrés. Derek riait. Audrey tenait une bouteille de vin. Ma sœur, dans ma maison, tenant une bouteille de vin qu'elle avait apportée pour la partager avec mon mari. Ils se sont installés sur le canapé. Mon canapé, celui que j'avais passé des semaines à choisir. Il a versé le vin. Ils ont trinqué. Je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient, mais je pouvais voir l'intimité, l'aisance décontractée entre eux. C'était comme regarder un film sur la vie de quelqu'un d'autre, sauf que c'était la mienne. Et puis ils ont commencé à parler. Le microphone de la caméra était étonnamment clair. Leurs voix ont rempli la chambre de motel bon marché, tissant une tapisserie de tromperie qui a démoli mon monde entier. « Es-tu sûr que les enfants dorment » a demandé Audrey, la voix un peu nerveuse. « Oui, ils sont complètement endormis. »« Ne t'inquiète pas » a répondu Derek, prenant une grande gorgée de vin. Il s'est adossé, passant son bras sur le dossier du canapé, ses doigts jouant avec ses cheveux. « Mon Dieu, ça fait du bien de se détendre enfin. Caroline est si tendue ces derniers temps. Est-ce qu'elle se doute de quelque chose ? Non, elle n'a aucune idée, a-t-il ricané. Elle est trop occupée avec son club de lecture et ses petits projets. Elle pense que ce week-end au spa était son idée. Il a ri, un son qui m'a glacé le sang. Audrey s'est agitée sur le canapé, posant une main sur son ventre. C'était un petit geste, presque inconscient, mais je l'ai vu. Et puis les yeux de Derek ont suivi sa main. Il a déplacé sa propre main et l'a posée sur la sienne, juste sur son ventre. « Comment va notre petit secret là-dedans » a-t-il murmuré, la voix douce. La chambre de motel a commencé à tourner. Notre petit secret. Elle était enceinte. Ma sœur était enceinte de l'enfant de mon mari. J'ai senti la main de Marcus agripper mon épaule, me soutenant. Il va bien, a chuchoté Audrey en retour, un petit sourire aux lèvres. Mais Derek, nous ne pouvons pas continuer comme ça éternellement. Je commence à avoir du ventre. Que allons-nous faire ? Et les enfants ? Et l'héritage de ton père ? Nous ne pouvons pas gâcher ça. Derek a soupiré, penchant la tête en arrière. Je sais. J'ai juste besoin de plus de temps. La promotion au travail est presque assurée, mais je dois maintenir les apparences pendant encore quelques mois. Une fois que ce sera sécurisé, et une fois que nous aurons trouvé la meilleure façon de gérer l'argent de son père, nous lui dirons. Il s'est penché et l'a embrassé. Un baiser long et lent que je ne pouvais pas quitter des yeux. Ne t'inquiète pas, a-t-il chuchoté contre ses lèvres. J'en ai marre de jouer le rôle du bon mari pour une femme ennuyeuse qui me fait me sentir vieux. Dès que l'argent sera là, j'en aurai fini. Nous pourrons enfin être une vraie famille. Audrey s'est légèrement reculée. Et tes enfants ? Et Lily et Ben ? Derek a haussé les épaules, un geste désinvolte qui a brisé le dernier morceau de mon cœur. Elle peut les avoir, a-t-il dit, prenant une autre gorgée de vin. Il l'aime mieux de toute façon. Nous aurons notre propre recommencement, bébé. Je n'ai pas émis un son. Je suis restée assise là, figée, alors que l'homme que j'avais épousé, le père de mes enfants, rejetait nonchalamment sa propre famille pour une nouvelle avec ma sœur. La trahison ne concernait pas seulement l'infidélité. Il s'agissait d'un effacement. Il essayait de m'effacer, d'effacer notre vie, d'effacer nos enfants,
tout cela pour une promotion et une chance de mettre la main sur l'héritage de mon père. J'ai regardé Marcus. Son visage était un masque de fureur tonitruante. Il n'a pas dit un mot. Il a juste pris doucement l'ordinateur portable, l'a refermé, et m'a entouré de ses bras alors que je commençais enfin, à sangloter. Les larmes n'ont pas duré longtemps. Au moment où le soleil a commencé à se lever, projetant une lumière grise et maladive dans la chambre de motel, le chagrin s'était consumé. Tout ce qui restait était un noyau de rage pure, incandescente et froide. C'était une sorte de colère que je n'avais jamais ressentie de ma vie. Elle était froide. Elle était claire. Et elle était absolue. Marcus était resté debout toute la nuit, assis sur la chaise en plastique inconfortable, veillant sur moi. Il avait préparé une nouvelle cafetière de terrible café de motel. Il m'a tendu une tasse. « Que veux-tu faire » a-t-il demandé tranquillement. Sa voix était calme, mais je pouvais voir la fureur qui couvait encore dans ses yeux. J'ai pris une gorgée du café amer. La chaleur était rassurante. « Je ne retourne pas là-bas » ai-je dit, ma voix stable, méconnaissable même pour moi-même. Pas vers lui. D'accord. Je veux le détruire, ai-je continué, les mots sortant bas et réguliers. Je ne veux pas dire que je veux lui faire du mal. Je veux dire, je veux démanteler systématiquement toute sa vie, sa carrière, sa réputation, chaque mensonge qu'il a jamais raconté. Je veux qu'il ne lui reste rien. Et elle. Je veux qu'elle se tienne juste à côté de lui dans les décombres. Marcus m'a regardé et pour la première fois cette nuit-là, un petit sourire sombre a effleuré ses lèvres. Bien, a-t-il dit. Voilà la sœur que je connais. Alors, quelle est la première étape? J'ai tiré l'ordinateur portable vers moi et l'ai ouvert. J'ai sauvegardé les fichiers vidéo de la nuit précédente sur un disque dur externe. Plusieurs copies. J'ai ressenti un étrange détachement, comme si j'étais une analyste compilant un rapport. Ce n'était plus ma vie. C'était un dossier. La trahison complète et totale. La première étape, ai-je dit, levant les yeux vers lui, est un avocat. Pas n'importe quel avocat. J'ai vu les publicités à la télévision tard le soir. Celles qui disent « Êtes-vous dans le combat de votre vie ?» Je veux ce type-là. J'ai cherché en ligne les meilleurs cabinets d'avocats spécialisés en divorce de l'État. J'ai ignoré ceux avec des photos de personnes souriantes et amicales. J'ai cherché ceux dont les noms sonnaient comme s'ils pouvaient briser des rotules. J'en ai trouvé un. Harrison et Stone. Leur site web était tout en angle vif et en polices audacieuses et agressives. J'ai décroché le téléphone du motel. Son plastique était frais contre ma peau. Il est à peine 8 heures du matin, a proposé Marcus. Non, ai-je dit, levant la main. Je dois le faire. J'ai composé le numéro. Une réceptionniste polie a répondu. Harrison et Stone, comment puis-je vous aider? Ma voix était claire et froide. Je dois parler à votre associé principal. J'ai une affaire urgente et très sensible. Avez-vous une recommandation? Non, ai-je dit, mais j'ai des preuves vidéo d'adultère, de complot en vue de commettre une fraude concernant un héritage potentiel, et un aveu d'intention d'abandonner ses enfants. Dites-lui cela. Mon nom est Caroline Miller. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Puis, veuillez patienter. Quelques minutes plus tard, une nouvelle voix s'est fait entendre. Elle était profonde, rauque, et rayonnait d'impatience. Arthur Harrison. Qu'avez-vous pour moi? J'ai pris une profonde inspiration. Monsieur Harrison, ai-je dit. Je veux le meilleur, le plus impitoyable avocat en divorce que vous ayez. Le coût m'importe peu. Je me soucie des résultats. Et je veux commencer aujourd'hui. Il y a eu une autre pause, puis je l'ai entendu, un petit rire grave. Madame Miller, a-t-il dit, je pense que vous et moi allons très bien nous entendre. Pouvez-vous être à mon bureau à 10 heures? J'ai raccroché le téléphone. J'ai regardé Marcus. Le soleil était maintenant complètement levé. C'était le premier jour de ma nouvelle vie. La vie d'une guerrière. Et ma première bataille était sur le point de commencer. Entrer dans ce cabinet d'avocat, c'était comme entrer dans un autre monde. Tout n'était que bois sombre, cuir poli et une efficacité silencieuse et intimidante. Arthur Harrison était un homme plus âgé avec des yeux de faucon. Il n'a pas offert de sympathie. Il a offert une stratégie.
Je me suis assise avec lui et ma nouvelle avocate, une femme nommée Maître Evans, qui avait l'air de manger des clous au petit déjeuner, et je leur ai tout raconté. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement exposé les faits. Puis je leur ai montré la vidéo. Harrison a regardé l'intégralité du clip sans un seul changement d'expression. Quand ce fut terminé, il a juste regardé Maître Evans et a hoché la tête. Nous l'avons. La semaine suivante, j'ai mené une double vie. Je suis rentré à la maison le dimanche après-midi, comme prévu. Derek et Audrey étaient partis. La maison était propre. Trop propre. Il avait effacé toutes les traces d'elle. Quand il est rentré à la maison avec les enfants, il m'a accueilli avec une étreinte. Comment était le spa? T'es-tu amusé? C'était merveilleux, ai-je menti, lui souriant en retour. Si relaxant. J'ai joué le rôle de l'épouse dévouée pendant que mon équipe juridique travaillait dans l'ombre. Ils ont déposé la demande de divorce dans un état où la notion de faute est reconnue, citant l'adultère. Ils ont préparé des requêtes pour geler nos avoirs communs. Ils ont rédigé une demande de garde exclusive d'urgence des enfants. C'était une campagne méticuleuse et brutale. Le jour est arrivé une semaine et demie plus tard. Un mardi. Les enfants étaient à l'école. Je travaillais de la maison, assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable. Derek était dans son bureau à domicile, au bout du couloir. Je savais que l'huissier de justice allait venir. Mon cœur battait un rythme lourd et régulier dans ma poitrine. À 11h15, la sonnette a retenti. J'y vais, a crié Derek, la voix joyeuse. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. J'ai entendu la voix d'un homme, basse et professionnelle. Derek Miller? Oui. Vous êtes officiellement signifié. Il y a eu un long silence de mort. Puis j'ai entendu le bruit d'un papier épais qui se déchire. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai attendu. Le silence s'est étiré pendant ce qui a semblé une éternité. Puis j'ai entendu un rugissement. Ce n'était pas un cri. C'était son animal de pure rage. La porte du bureau de mon mari s'est ouverte violemment et a claqué contre le mur. Il a fait irruption dans la cuisine, le visage pourpre de fureur. Il tenait les papiers du divorce, les secouant dans son poing. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça, Caroline? J'ai levé les yeux vers lui, mon expression calme. J'avais répété ce moment dans ma tête une centaine de fois. C'est une demande de divorce, Derek. Je pense que c'est assez explicite. Un divorce? Pour quel motif? Tu n'as aucun motif, a-t-il craché, les yeux fous. Adultère, ai-je dit, le mot tombant dans l'air entre nous comme une pierre. Son visage est devenu pâle. Tu es folle. Tu inventes ça. Qui te croirait? Un juge le fera, ai-je dit simplement. Il s'est approché, se dressant au-dessus de la table. Écoute-moi bien, a-t-il sifflé, pointant un doigt tremblant vers mon visage. Tu vas arrêter ça tout de suite. Tu vas appeler ton avocat et tu vas annuler ça, ou je jure devant Dieu que je te ruinerai. Je dirai à tout le monde que tu es folle. Je leur dirai que tu m'as trompé. Je m'assurerai que tu perdes ton travail. Je prendrai les enfants. Tu n'auras rien. Tu me comprends? C'était un animal acculé, qui se déchaînait, menaçait, essayant de reprendre le contrôle. Mais je n'avais plus peur de lui. Je le regardais simplement, cet étranger avec le visage de mon mari. Tu as fini, ai-je demandé tranquillement. Mon calme sembla l'enrager encore plus. Il m'a fixé, la poitrine haletante. Il a ouvert la bouche pour dire autre chose, puis a semblé y réfléchir à 2 fois. Il a tourné les talons et est retourné en trombe dans le couloir, claquant la porte de la chambre si fort qu'un tableau est tombé du mur dans le couloir. Je n'ai pas bronché. Je suis juste resté assise là, écoutant le silence qui a suivi, sachant que le prochain coup viendrait de lui, et j'y étais prête. Je suis resté à la table de la cuisine, mes mains posées sur mon ordinateur portable froid. Je pouvais entendre des bruits étouffés provenant de la chambre principale, des tiroirs ouverts et claqués, des marmonnements de colère. J'ai affiché le flux en direct de la caméra de la chambre sur mon téléphone, le cachant sous le niveau de la table, et j'ai regardé. Derek faisait les 100 pas dans la pièce comme un tigre en cage. Il a pris ma brosse à cheveux sur la coiffeuse et l'a jetée contre le mur. Il a balayé une pile de mes livres sur le sol.
C'était un caprice pathétique et enfantin. Puis il s'est arrêté. Il a semblé prendre quelques profondes inspirations, et une sorte de calme étrange s'est emparé de lui. Il s'est approché du lit, s'est assis et a sorti son téléphone portable. J'ai regardé, le souffle coupé dans ma gorge, alors qu'il composait le numéro d'urgence. Son visage, qui avait été tordu de rage quelques instants auparavant, s'est soudainement décomposé en un masque de peur. Il s'est courbé, rendant sa voix tremblante et haletante. « Oui, bonjour. »« Bonjour, j'ai besoin d'aide », a-t-il gémi dans le téléphone. « C'est ma femme. Elle devient folle. Elle vient de m'attaquer. » J'ai senti une secousse, une montée d'adrénaline. C'était ça. Le coup que je n'avais pas anticipé, mais dont mon avocate m'avait prévenu, la dernière tentative désespérée d'un narcissique. Elle a découvert. Elle a découvert que je sais pour sa liaison, a-t-il sangloté. La performance était digne d'un Oscar. Elle me menace. Elle m'a jeté une lampe. Je me suis enfermé dans la chambre, mais j'ai peur de ce qu'elle pourrait faire ensuite. S'il vous plaît, vous devez envoyer quelqu'un. Et puis je l'ai vu. L'angle de la caméra était parfait. Alors qu'il livrait cette performance déchirante d'une victime terrifiée, il a légèrement levé la tête et, pendant une fraction de seconde, un sourire a traversé son visage. C'était un sourire narquois, triomphant et sociopathe. Il pensait m'avoir eu. Il pensait avoir gagné. Il n'avait aucune idée qu'il jouait pour une caméra cachée, enregistrant sa propre chute. J'ai calmement sauvegardé le clip vidéo et je me suis levé. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte, attendant sur le porche. Je voulais qu'il me voie là, parfaitement calme, à leur arrivée. Quelques minutes plus tard, 2 voitures de police ont déboulé dans la rue, gyrophares allumés. 2 agents, un homme et une femme, sont sortis, les mains près de leurs étuis, leurs expressions sombres et prêtes à la confrontation. « Madame, êtes-vous Caroline Miller ?» a demandé l'officier de sexe masculin, d'un ton dur. « Oui, c'est moi », ai-je dit tranquillement. Il est dans la chambre principale. Au fond du couloir, dernière porte à gauche. Juste à ce moment-là, la porte de la chambre s'est ouverte, et Derek en est sorti en courant, sa chemise artistiquement froissée, ses yeux écarquillés de fausse terreur. Il a couru vers l'agent de police, lui attrapant le bras. « Dieu merci, vous êtes là » a-t-il crié. « Elle est folle. Elle a essayé de me tuer. » L'officier de sexe masculin a fait un pas vers moi. « Madame, je vais vous demander de mettre vos mains derrière votre dos. » Avant de faire ça, officier, ai-je dit, ma voix aussi stable qu'un roc, je pense que vous devez voir quelque chose. Cela ne prendra qu'1 minute. L'officier a hésité. Derek a commencé à crier. Ne l'écoutez pas. C'est une menteuse. Arrêtez-la. Je l'ai ignoré et j'ai brandi mon ordinateur portable, que j'avais récupéré dans la cuisine. Ceci est un flux en direct d'une caméra de sécurité à l'intérieur de ma maison. J'aimerais que vous voyiez les 30 secondes d'enregistrement précédant l'appel d'urgence de mon mari. Les yeux de l'officier se sont plissés, mais il m'a fait signe de lancer la vidéo. J'ai tourné l'ordinateur portable. Nous nous tenions tous les 4 dans mon couloir pendant que la vidéo jouait à l'écran. Elle montrait la crise de colère de Derek. Elle le montrait assis sur le lit. Et puis elle montrait sa transformation glaçante de la rage à la fausse panique, avec en prime le petit sourire triomphant qu'il n'avait pas pu cacher. Elle a enregistré chaque mot de son histoire fabriquée. J'ai observé le visage de l'officier. Son expression est passée de la suspicion à la confusion, puis à une colère froide et dure. Il a regardé l'homme souriant à l'écran, puis la victime en larmes s'accrochant au bras de sa partenaire. Derek a vu le regard sur le visage de l'officier et son jeu d'acteur a vacillé. C'est un faux. Elle a monté ça. L'officier ne l'a même pas regardé. Il a juste parlé dans sa radio. Nous avons une situation de fausse déclaration. Le plaignant est l'auteur des faits. Puis il s'est tourné vers sa partenaire. Menottez-le. Le monde a semblé bouger au ralenti. L'agent de police a tiré les mains de Derek derrière son dos. Le clic des menottes a été le son le plus fort que j'ai jamais entendu. Les fausses larmes ont disparu, remplacées par une panique pure, les yeux exorbités. « Qu'est-ce que vous faites ? Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis la victime ici, » a-t-il hurlé alors qu'il le conduisait hors de ma maison, passant devant les photos de famille sur le mur, et dans la voiture de police qui attendait.
Je suis juste resté là, dans l'embrasure de la porte, regardant les lumières clignotantes s'éloigner dans ma rue de banlieue tranquille. Si vous écoutez toujours, s'il vous plaît, aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ci-dessous. Cela me fait savoir que vous avez aimé et cela me dit que vous êtes avec moi dans ce parcours. Votre soutien est un immense encouragement qui me motive. S'il vous plaît, commentez le chiffre 1 et laissez-moi continuer mon histoire. Après le départ de la police, un calme surnaturel s'est abattu sur la maison. Les gyrophares avaient disparu. Les cris avaient cessé, mais le silence qui restait était lourd, suffocant. J'ai verrouillé la porte d'entrée et j'ai traversé ma maison. Elle ne me semblait plus être la mienne. Elle semblait contaminée. Je savais ce que je devais faire ensuite, et c'était la partie que je redoutais plus que toute autre. Je devais le dire à mes parents. Mes parents, Richard et Hélène, étaient de bonnes personnes, le sel de la terre. Ils croyaient en la famille, en la loyauté, en l'importance de bien faire les choses. Ils aimaient Derek. Ils le voyaient comme le fils qu'ils n'avaient jamais eu. Et ils adoraient Audrey. C'était leur bébé, le rayon de soleil de leur vie. Cette nouvelle n'allait pas seulement leur briser le cœur, elle allait faire voler en éclats leur monde entier. Je ne pouvais pas le faire par téléphone. J'ai conduit les 40 minutes jusqu'à leur maison, le disque dur avec les preuves vidéo sur le siège passager à côté de moi comme une bombe à retardement. Quand je suis arrivé dans leur allée, ma mère était dans le jardin de devant, s'occupant de ses roses. Elle s'est illuminée en me voyant. « Caroline, quelle merveilleuse surprise !» a-t-elle dit, me serrant dans une étreinte qui sentait la terre et la lavande. « Est-ce que tout va bien, ma chérie ? Tu as l'air pâle. »« Pouvons-nous parler à l'intérieur, maman ?» ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. « Est-ce que papa est là ?» L'inquiétude sur son visage s'est accentuée. « Il est dans son bureau. »« Caroline, qu'est-ce qu'il y a ? Tu me fais peur. » Nous les avons fait asseoir dans le salon, sur le canapé à fleurs qui était là depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir. Mon père, un homme grand et silencieux, m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Je leur ai dit que je demandais le divorce. Ma mère a eu un hoquet de surprise, sa main volant vers sa poitrine. Mon père m'a juste fixé, son expression illisible. « Pourquoi ?» a-t-il demandé, sa voix un grondement sourd. « A-t-il fait quelque chose ?» Je ne pouvais pas me résoudre à prononcer les mots. Pas encore. C'est compliqué, papa. Mais ce n'est pas quelque chose que nous pouvons réparer. Y a-t-il une autre femme, a demandé ma mère, ses yeux se remplissant de larmes. Je ne peux pas croire que Derek ferait ça. Il t'aime tellement. C'était le moment. J'ai pris une profonde inspiration. Oui, maman. Il y a une autre femme. J'ai fait une pause, me préparant. C'est Audrey. La réaction a été instantanée et dévastatrice. Ma mère a poussé un petit son blessé, comme un animal en douleur. Elle a secoué la tête, un geste frénétique et incrédule. Non. Non, ce n'est pas possible. Tu te trompes. Audrey ne ferait jamais ça. C'est un mensonge. Le visage de mon père s'est figé. Il n'a pas dit un mot, mais une rougeur sombre est montée le long de son cou. J'aimerais que ce soit un mensonge, ai-je dit, mes propres larmes commençant enfin à couler. J'ai des preuves. J'ai sorti mon ordinateur portable et l'ai posé sur la table basse. Mes mains tremblaient de nouveau. Je ne veux pas vous faire ça, ai-je murmuré. Mais vous devez voir. Vous devez connaître la vérité. Je leur ai montré la vidéo du salon, celle de mon week-end entre filles. Ils ont regardé dans un silence stupéfait et horrifié. Ils ont vu mon mari et leur plus jeune fille sur mon canapé. Ils ont entendu Derek me traiter d'ennuyeuse. Ils ont entendu Audrey poser des questions sur l'héritage de mon père. Ils l'ont vu poser sa main sur son ventre de femme enceinte. Quand la vidéo s'est terminée, le seul son dans la pièce était les sanglots rauques et déchirants de ma mère. Elle était penchée en deux, son corps secoué par le chagrin. Mon père était assis droit comme un i, son visage un masque de pierre. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Il a fixé l'écran vide. Puis il m'a regardé, ses yeux pleins d'une douleur si profonde qu'elle m'a coupé le souffle. Cet homme, a-t-il dit, sa voix épaisse d'une rage que je n'avais jamais entendue de sa part, n'est plus le bienvenu dans cette famille. Et elle, que Dieu me vienne en aide, elle, il n'a pas pu finir la phrase. Il a juste secoué la tête,
une seule larme traçant un chemin sur sa joue burinée. À ce moment-là, nous n'étions pas seulement une famille confrontée à un divorce. Nous étions une famille qui avait été déchirée de l'intérieur par les deux personnes en qui nous aurions dû avoir le plus confiance. Mon père s'est levé, ses mouvements raides, comme ceux d'un vieil homme. Il s'est dirigé vers le téléphone posé sur la petite table près de la fenêtre. Ma mère a levé les yeux, son visage strié de larmes et bouffi. « Richard, qu'est-ce que tu fais ?»« Je fais ce qui doit être fait, » a-t-il dit, sa voix plate et froide. Il a décroché le combiné et a composé un numéro. Mon cœur martelait contre mes côtes. Je savais qui il appelait. Il a mis le téléphone sur haut-parleur. Il a sonné 3 fois avant qu'elle ne réponde. « Allô ?» La voix d'Audrey était vive, joyeuse. C'était la voix de quelqu'un qui n'avait aucune idée que son monde était sur le point de s'effondrer. « Audrey » a dit mon père, et le nom sonnait comme une malédiction sur ses lèvres. « C'est ton père. » La gaieté a disparu. « Papa ? Est-ce que tout va bien ? Tu as l'air étrange. »« Je suis avec ta sœur, » a-t-il dit. Il y a eu un temps de silence à l'autre bout du fil. « Oh. Salut Caro » a-t-elle dit, sa voix soudainement prudente. « Nous venons de voir quelque chose, Audrey » a continué mon père, sa voix comme de la glace. « Une vidéo. Une vidéo de toi et d'Eric dans la maison de Caroline, sur le canapé de Caroline. Une vidéo de lui avec sa main sur ton ventre. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais presque entendre les engrenages tourner dans sa tête, la recherche désespérée d'un mensonge. « Je ne sais pas de quoi tu parles » a-t-elle balbutié. Caroline invente probablement des choses. Elle agit de manière bizarre dernièrement. « N'ose pas » a rugi mon père, sa voix se brisant de fureur et de douleur. « N'ose pas traiter ta sœur de menteuse. Nous l'avons vue de nos propres yeux. Nous avons entendu chaque mot. Nous t'avons entendu parler de mon argent. Nous savons que tu es enceinte de son enfant. » Il a pris une profonde inspiration tremblante. « Nous ne t'avons pas élevée pour être une briseuse de ménage, surtout celui de ta propre sœur. Nous ne t'avons pas élevée pour être une personne égoïste, avide et immorale. Papa, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, » a-t-elle commencé, sa voix maintenant paniquée. « Il n'y a rien à expliquer » l'a-t-il coupé. « À partir de ce moment, tu n'es plus notre fille. N'appelle pas cette maison. Ne viens pas à notre porte. Tu as fait ton choix. Tu as détruit cette famille. » Ma mère sanglotait ouvertement maintenant, le visage enfoui dans ses mains. « Tu as une nouvelle famille maintenant, avec cette créature. Va les retrouver. Pour nous, c'est terminé. » Il a raccroché violemment le téléphone dans son socle. Le son a résonné dans la pièce silencieuse et accablée de chagrin. Et comme ça, c'était fini. Ma sœur avait été chirurgicalement retirée de notre famille. Ce n'était pas une victoire. C'était une tragédie. C'était l'amputation nécessaire et brutale d'une partie de nous qui était devenue malade. Les jours qui ont suivi ont été flous. Derek a été libéré sous caution, accusé d'avoir fait une fausse déclaration à la police. Il n'avait pas le droit de s'approcher de la maison ou des enfants grâce à une ordonnance restrictive d'urgence que mon avocate avait obtenue. Audrey, j'ai appris par des oui-dire, avait été expulsée de son appartement parce que mes parents étaient les co-signataires de son bail, et ils avaient immédiatement retiré leur nom. Elle et Derek logeaient dans un motel bon marché, le même genre que celui que j'avais utilisé pour les surprendre. L'ironie ne m'a pas échappé. Mon avocate a organisé un moment pour qu'ils viennent récupérer leurs affaires. Je n'allais pas être seul. Marcus et Lorraine sont venus, une présence silencieuse et stable. Mon frère se tenait près de la fenêtre du salon, surveillant la rue comme une sentinelle. Ils sont arrivés dans la petite berline bleue d'Audrey. Elle avait l'air pathétique, garée dans mon allée. Derek est sorti le premier. Il avait l'air terrible. Son visage était pâle et mal rasé, ses yeux creux. Puis Audrey est sortie. Même de loin, je pouvais voir le léger gonflement de son ventre sous son pull. Elle ne voulait pas regarder la maison. Elle fixait juste le sol. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse sonner. « Vous avez 1 heure » ai-je dit, ma voix dénuée d'émotion. J'ai tendu à Derek une pile de boîtes vides. Audrey n'est pas autorisée à entrer dans cette maison. Elle peut attendre dans la voiture. Tu peux lui apporter ses affaires. Il avait l'air de vouloir discuter,
mais un regard à Marcus, debout derrière moi, les bras croisés sur sa poitrine, l'a fait changer d'avis. Il a juste pris les boîtes et est entré. Je suis resté sur le porche, le regardant. Il se déplaçait dans la maison que nous avions construite ensemble, sortant ses vêtements du placard, ses articles de toilette de la salle de bain, comme un fantôme. Il n'a pas dit un mot. Le silence était épais de tout ce qui avait été détruit entre nous. Alors qu'il transportait la dernière boîte vers la voiture, le bus scolaire s'est arrêté au bout de la rue. Mes enfants sont descendus, leur sac à dos coloré rebondissant alors qu'ils couraient vers la maison. Ils ont vu leur père, debout là, près d'une voiture avec des boîtes. Ils ont vu Audrey assise sur le siège passager. Mon fils Ben s'est arrêté net. Ma fille Lily a juste regardé fixement. Aucun d'eux n'a couru vers lui. Derek les a regardés, son visage un mélange de confusion et de honte. Il a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Il a juste chargé la dernière boîte dans la voiture, est monté et est parti sans un seul mot ni un regard en arrière pour ses propres enfants. C'était la dernière fois qu'il le voyait avant très longtemps. La procédure de divorce a été, en un mot, brutale. Derek a engagé un avocat à accent grave-l'œil qui est immédiatement passé à l'offensive. Ils ont déposé des requêtes m'accusant d'aliénation parentale, d'être mentalement instable. Ils ont tenté de faire valoir que les preuves vidéo avaient été obtenues illégalement. Ils ont exigé la moitié de tout, la maison, mes économies, mon fonds de retraite, même une partie de mon futur salaire à titre de pension alimentaire. Mais mon avocate, Maître Evans, était un requin. Et elle avait l'arme ultime, la vérité. Au tribunal, elle a été magnifique. Elle a calmement démonté chacun de leurs arguments. Quand ils ont prétendu que les caméras de sécurité étaient illégales, elle a produit les lois de l'État prouvant qu'un propriétaire peut enregistrer des vidéos à l'intérieur de sa propre maison. Quand ils m'ont accusé d'être une mère indigne, elle a produit des témoignages élogieux des enseignants de mes enfants et de notre médecin de famille. Le tournant est survenu lorsqu'elle a soumis la vidéo de l'appel d'urgence de Derek comme preuve. La juge, une femme sévère et pragmatique dans la soixantaine, a regardé l'intégralité du clip dans son bureau. Quand elle est revenue sur le banc, son expression était glaciale. Elle a regardé Derek, qui était assis à côté de son avocat, l'air suffisant. « Monsieur Miller », a dit la juge, sa voix dégoulinant de mépris. « Au cours de mes 20 années sur ce banc, j'ai vu beaucoup de tromperies. Mais la nature calculée et malveillante de votre fausse déclaration aux forces de l'ordre, que je viens d'examiner, est franchement épouvantable. Non seulement vous avez gaspillé de précieuses ressources de la ville, mais vous avez tenté d'utiliser l'autorité du tribunal et de la police comme une arme pour terroriser votre femme. C'est un acte d'une profonde lâcheté. » L'expression suffisante de Derek s'est dissoute. Il est devenu livide. Après cela, ce fut une victoire écrasante. La juge a rejeté chacune de ses demandes. Parce que nous étions dans un état reconnaissant la faute, son adultère prouvé et sa tentative criminelle de me piéger signifiaient qu'il n'avait droit à pratiquement rien. Le jugement final a été lu quelques semaines plus tard. On m'a accordé la garde légale et physique exclusive de nos enfants. Il a obtenu des visites supervisées 2 fois par mois, à condition qu'il suive un cours de gestion de la colère. La maison, dont le titre de propriété était uniquement à mon nom et pour laquelle j'avais effectué chaque paiement hypothécaire avec mon propre salaire, a été déclarée mon bien propre et distinct. Nos économies communes, qui étaient minimes, ont été partagées, mais mes comptes de retraite et les fonds universitaires que j'avais créés pour les enfants étaient intouchables. Aucune pension alimentaire ne lui a été accordée. Au final, il est reparti avec sa voiture, ses vêtements et une ordonnance du tribunal lui enjoignant de payer une pension alimentaire pour enfants. Je l'ai vu, lui et Audrey, dans le couloir après l'audience. Elle était visiblement enceinte maintenant, le visage pâle et tiré. Il ne ressemblait pas à un couple heureux commençant une nouvelle vie. Il ressemblait à 2 complices qui avaient été pris. Il ne voulait pas croiser mon regard. Elle me fixait simplement, son expression un mélange de haine et de désespoir. Je n'ai rien ressenti. Pas de pitié, pas de colère, même pas de satisfaction. Juste rien. Ils étaient des étrangers pour moi maintenant. Les mois qui ont suivi la finalisation du divorce ont été consacrés à la reconstruction. La première chose que j'ai faite a été de changer les serrures. La deuxième chose que j'ai faite a été d'engager une entreprise pour faire un nettoyage en profondeur de toute la maison, pour laver les fantômes. J'ai vendu l'ensemble de chambres à coucher de la chambre principale et en ai acheté un nouveau. J'ai repeint les murs.
Lentement, minutieusement, j'ai commencé à me réapproprier ma maison. Mes parents ont été mon roc. Ils étaient dévastés, bien sûr, mais leur amour pour moi et leurs petits-enfants n'a jamais faibli. Ils étaient constamment à la maison, aidant avec les enfants, réparant les robinets qui fuyaient, étant simplement là. Mon père, qui avait toujours été si silencieux, a commencé à emmener mon fils au match de baseball. Ma mère a appris à ma fille à faire des biscuits dans la même cuisine où elle avait appris pour la première fois. Ils essayaient de combler le vide que Derek et Audrey avaient laissé. Mon frère Marcus et sa femme Lorraine ont été incroyables. Ils prenaient les enfants le week-end pour me donner une pause, une chance de juste respirer. Lorraine venait avec une bouteille de vin et nous restions assises à parler pendant des heures. Il n'y avait aucun jugement, seulement de l'amour et du soutien. Les enfants étaient résilients, comme le sont souvent les enfants. Nous avons commencé une thérapie, tous les trois. Il y a eu des jours difficiles. Mon fils demandait parfois quand papa rentrerait à la maison. Ma fille faisait des cauchemars. Mais nous parlions, nous pleurions et nous nous serrions fort les uns contre les autres. J'ai été honnête avec eux, d'une manière adaptée à leur âge. Je leur ai dit que parfois les adultes font de très mauvais choix qui blessent les gens, et que papa avait fait des choix qui signifiaient qu'il ne pouvait plus vivre avec nous. Derek et Audrey ont quitté la ville. J'ai appris par une connaissance commune que son entreprise l'avait transféré dans un autre état après que l'histoire de son arrestation et du divorce scandaleux se soit ébruitée. Sa promotion, celle pour laquelle il avait vendu sa famille, ne s'est jamais matérialisée. Ils recommençaient ailleurs avec leur bébé du recommencement. J'ai essayé de ne pas penser à eux. Ils étaient un chapitre de ma vie qui était maintenant clos. Lentement, une nouvelle normalité a commencé à émerger. Une vie plus calme, plus simple. C'était une vie centrée sur mes enfants, ma famille et ma propre guérison. Il y avait des soirées passées à faire les devoirs à la table de la cuisine, des week-ends remplis de matchs de football et de sorties au parc. Un jour, j'étais assise sur le porche, regardant les enfants jouer dans le jardin, et un sentiment de paix m'a envahi. C'était la première fois que je me sentais vraiment, profondément en paix depuis plus d'1 an. La tempête était passée. Nous avions survécu. Cela fait maintenant plus d'1 an que le divorce a été finalisé. La vie est belle. Ce n'est pas la vie que j'avais prévue, pas celle dont je rêvais en descendant l'allée il y a toutes ces années, mais c'est une belle vie. C'est une vie honnête. Mes enfants s'épanouissent. Ils sont heureux, en bonne santé et entourés de tant d'amour. Ils mentionnent rarement leur père maintenant. Quand ils le font, c'est sans colère ni tristesse, juste une simple constatation. Mes parents sont toujours mes plus grands soutiens. Notre lien, forgé dans les feux de cette période terrible, est plus fort que jamais. Ils ne prononcent jamais le nom d'Audrey. Pour eux, elle est simplement partie. Je sais que cela les peine profondément, une blessure qui ne guérira jamais complètement, mais ils ont concentré toute leur énergie sur ce qui reste de notre famille. Parfois, tard dans la nuit, quand la maison est silencieuse, je pense à tout cela. Je pense aux signes que j'ai manqués, aux petits mensonges que j'ai choisi d'ignorer parce que la vérité était trop douloureuse à affronter. J'ai porté des lunettes roses pendant tout mon mariage, et il a fallu le murmure d'un enfant pour que je les enlève enfin. Les cicatrices sont toujours là, bien sûr. Une trahison aussi profonde ne disparaît pas simplement. Mais elles ne font plus mal. Elles font juste partie de moi maintenant. Un rappel de ce que j'ai enduré et de ce que j'ai survécu. Un rappel de la force dont je peux faire preuve quand il le faut. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Derek et Audrey. Et je ne cherche pas à le savoir. J'espère, pour le bien de cet enfant innocent qu'ils ont mis au monde, qu'ils ont réussi d'une manière ou d'une autre à retrouver une once de l'intégrité qu'ils ont si négligemment jetée. Ce bébé mérite mieux que les mensonges qui l'ont créé. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je sais que c'était beaucoup, mais la partager, c'est comme la dernière étape pour clore ce chapitre pour de bon. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, ou si vous avez simplement écouté mon histoire et qu'elle vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Savoir que nous ne sommes pas seuls dans ces luttes, cela signifie tout. Merci d'avoir été là.